Allez, mesdames et messieurs, pour notre cours hebdomadaire. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux habitués. C'est marrant parce que chaque semaine, il y a des nouvelles fêtes. Il y a soit des gens qui reviennent, j'ai pas vu, on était en France, on était là, il y a des nouveaux, on entend parler du cours. C'est extraordinaire. Et bien, pour le mérite de tous ceux qui se sont fait le déplacement pour venir au cours, et même ceux qui vont l'écouter un peu, bien, que je vous protège. Amen. Je vous accorde, bien, tout ce que vous voulez. Amen. Pour vous. Amen. Amen. Ou pour vos proches, si Dieu veut. Alors, vous savez quoi, on va commencer sans plus attendre par une question intéressante. Aujourd'hui, février 2026, est-ce que vous avez l'impression d'être dans vos vies libres? Non. Est-ce que vous avez l'impression d'être des gens libres aujourd'hui? Alors quand tu poses la question au prime abord, tu peux dire « Ah bah, au je suis pas esclave, je suis pas maltraité. » Après, il faut que je demande à chaque mari en tête à tête, je ne sais pas comment ça se passe à la maison. Mais en général, le type va dire, bon, écoute, ça va. Le boulot, écoute, ça va, j'ai pas un patron qui est tortionnaire non plus. Je suis libre. Je suis libre de mes choix, je suis libre de mes idées, on est en démocratie, liberté de parole, etc., etc. Sauf que la question, c'est quoi la réelle liberté? Alors évidemment, si je vous parle de liberté, tout de suite, à quoi on pense? À l'esclavage. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'esclavage, c'est pas si vieux que ça. On est à peu près, je dis à peu près, 160 ans à peu près, depuis l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. C'est pas très loin, avec la guerre de sécession, le 13e amendement, etc. Je vous rappelle un petit peu l'histoire, il y a eu une guerre de sang entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Dans le Sud, ils ne voulaient pas, ils avaient des esclaves, etc. Il a fallu vraiment, en 1963-1965, Mamache, ça a été un vrai balagan pour enlever cet état d'esprit des gens que l'esclavage n'existe plus. Alors aujourd'hui, ça paraît tellement loin ces notions, c'est normal. Aujourd'hui, amusez-vous. Oui, je dis bien amusez-vous parce que moi je ne le pense pas. Vous marchez dans la rue à Paris ou à Marseille et vous voyez une personne de couleur. Vous dites toi, tais-toi parce que tu es un esclave, mais il peut engager des poursuites contre toi. D'accord? Il peut. Alors déjà, évidemment, il va venir, il va s'énerver, c'est moi qui traite d'esclave, on va se faire attaquer, ça n'existe plus, Mais remonte il y a 150 ans à peu près. Mais le type, c'était pas une personne, c'était quoi? C'était un objet. C'était une possession. Il y avait des contrats. Je te vends comment il disait, mon nègre, mon esclave, mon truc, etc. Et c'est comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, ça paraît super loin. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est quoi? C'est que pourquoi à l'époque ça marchait comme ça? Parce que la main-d'œuvre de travail, c'était des gens. Il n'y avait pas les tracteurs qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas tout ce qu'on avait. C'était qui les gens qui travaillaient? C'était les êtres humains. Ce qui était compliqué pour moi, pour lui, c'est pas compliqué, n'est-ce pas? D'ailleurs, moi, je peux vous dire une chose, je pense que si jusqu'à aujourd'hui, vous voyez des gens, peut-être de couleur justement, ils sont en général souvent baraqués, c'est parce que dans les gènes, il y a eu tellement de travail forcé dans le physique que leur physique a changé. D'ailleurs, c'est prouvé que si vous prenez 3 générations d'affilée qui font du sport, sans parler d'esclavage, du sport physique, la salle de sport, etc., le père, le fils, le petit-fils, les gènes d'après, ils ont une facilité beaucoup plus naturelle au sport, à la course physique, à aller faire de la salle. Le type, moi je connais des gens comme ça, hein. Je ne sais pas si leurs grands-parents étaient des athlètes, mais vous connaissez, il y a des gens, ils ne payent pas de mine, ils sont maigrichons, ils pèsent 70 kilos tout mouillé, le type il t'attrape la main pour te dire Shabbat Shalom. Qu'est-ce que c'est ça? Un poigne d'acier, une force naturelle. Toi tu fais de la salle pendant 20 ans, tu essayes, tu deviens rouge, tu transpires, tu fais truc. Le type à journée, tu dis combien tu soulèves 100 kilos, il s'assoit. Naturellement. Évidemment, bon, vous savez qu'on dit que les enfants de Yaakov Avinu, ils étaient naturellement très forts. Et il y a des gens comme ça. Vous voyez par exemple la famille, moi j'ai fréquenté la famille Abou Khatsira, Ben Porat Youssef. Ils ont une force physique naturelle, vous tombez par terre. Si un jour vous avez eu le plaisir, le sroud de rencontrer le fils de Baba Saleh qui s'appelle Rabbi Baruch Abou Khatsira Shichi Lechaim Tova Ochim Shalom, si vous lui serrez la main, c'est pas une main qu'il a. C'est 2 mains en même temps. Il a une poignée, et on raconte que quand il était jeune, il avait une force. C'est naturel. En pourtant, ces ancêtres, ils n'ont pas été esclaves. D'accord? Peut-être eux, au contraire. Au Maroc, c'était beaucoup comme ça. On avait des gens qui travaillaient pour nous. Mais vous avez compris l'idée. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? La paracha de la semaine, de quoi elle parle? Quand tu vas acheter un esclave, alors encore une fois, je répète,
C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît tellement insensé d'avoir une esclave et pourquoi. Et c'est tellement normal de ne pas en avoir, on est en 2026. À l'époque, je répète, c'était monnaie courante. D'accord. C'est comme si je vous parlais à l'époque, tu as une voiture, de un, ça n'existait pas. Et celui qui avait ce qu'on appelait à l'époque une auto, c'était le riche de la ville. C'était peut-être le maire, c'était peut-être le président. Aujourd'hui, qui n'a pas de voiture? C'est normal d'avoir une voiture. Celui qui n'a pas, ah, t'as pas de voiture? Ah, t'es pas véhiculé. Vous voyez, les mentalités, au fur et à mesure, elles changent. Donc à l'époque, on a justement cette notion d'esclave. Alors, pour vous faire un petit résumé rapide, comment on pouvait arriver à être esclave? Il y a plusieurs paliers. On va commencer par l'esclave juif, le Eved Ivri. Première possibilité, déjà on n'est pas à Yetziat Mitzrayim, on n'est pas à l'époque d'Égypte, on est après l'Égypte. On ne peut plus venir et obliger une personne selon la Torah à être esclave, ça n'existe pas. Chez les Goïms, ça va rester, comme on l'a dit jusqu'à la guerre de sécession, mais chez les Juifs, la Torah l'a imposé, tu ne peux pas rendre contre son gré une personne esclave sans une excellente raison. J'explique tout de suite. Première raison, le type, il n'a pas d'argent. Il n'est plus capable. À l'époque, il n'y avait pas d'alloc, il n'y avait pas les aides, il n'y avait rien du tout. C'est où tu travailles, tu as de quoi manger, comment dire, amener du pain à la maison, c'était vraiment ça, c'était du pain sur la table. Ou bien tu crèves de faim. Et tu lui dis, écoute, moi, j'ai pas les moyens, j'arrive pas, je préfère me vendre. Pourquoi? Parce que maintenant, toutes mes dépenses, elles vont être sur le compte de qui? Mon propriétaire. Je vais avoir à manger, je vais avoir à boire, je vais avoir un toit sur la tête, je vais être nourri dans du plancher. Et moi, en échange, je donne du travail. Puisque là, ça va? Très bien. Deuxième possibilité, c'est quoi? Une personne qui a volé. Un ganav. Et qui se fait attraper. Alors tu vas dire quoi? Bah, rends ce que tu as volé. Si c'est le cas, tout va bien. Mais si ça ne peut pas être le cas, pourquoi? Le type, il a déjà revendu ce qu'il a volé. Rends l'argent, j'ai déjà dilapidé l'argent. Alors soit il est parti acheter à manger avec, soit c'est un narcomane, il est parti acheter autre chose avec. En tout cas, dans tous les cas, résultat des courses, il ne peut pas rendre cet argent. La Torah dit dans ce cas-là, regardez comment c'est bien fait. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui un voleur normalement? On le met en prison. Mais qu'est-ce qui se passe en prison? Le type, il a été arrêté pour vol à l'étalage, il prend 5 ans, peut-être même 8 ans. Il sort 8 ans après, c'est un voleur beaucoup plus dangereux, beaucoup plus expérimenté, il a des relations maintenant dans le crime, il est pire que quand il est rentré. Ça c'est la prison. Mais la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Non, on va faire autrement. On va pas t'envoyer en prison. On va te faire travailler chez le type que tu as volé et que tu ne peux pas rembourser, mais avec des conditions extraordinaires. À quel cas que la Torah va dire? Ben Adam Shekana Eved, Kana Adon Leatzmo. Traduction, une personne qui s'est payée, qui s'est offert un esclave, c'est en réalité offert, acheté un maître à lui-même. Pourquoi? Parce que les conditions de travail, les conditions sociales, la Torah elle a fait une réelle révolution. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un pour le travail, ta femme elle a oublié qu'à partir de maintenant, il y a une troisième, voire peut-être chez les familles juives, on est déjà en moyenne 5 ou 6 ou 7. Il y a juste une 8e personne. Elle a oublié de faire les courses en conséquence, il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Tu vas dire, bon, bah, je suis désolé mon coco, toi tu vas t'ouvrir une boîte de thon en conserve, et les repas, bah, la petite épaule d'agneau, elle est pour nous. Réponse, d'abord tu lui donnes à manger à lui. Et une fois qu'il reste, vous servez. Tu dis, ah bon? Ok. Alors maintenant, il est bien dit, je l'ai acheté, mais moi, la literie, elle n'est pas adaptée. J'ai pas de coussin, j'ai pas de matelas, j'ai pas de couverture. Tu prends ton matelas, ton coussin, ta couverture, et tu le donnes à l'esclave. Et toi, s'il faut, tu dors par terre. Sur la Torah, elle vient, elle fait une révolution dans le monde de l'esclavage. À tous les niveaux. Ça, c'est Eved Ivri. Ensuite, il y a aussi des conditions. Combien de temps il va rester le Eved Ivri dans la maison? Maximum 6 ans. 6 ans. Et ça peut être même moins que ça. En fait, ça veut dire quoi? Qu'il va être libéré automatiquement à l'année de la Shemitah. Ça veut dire que si le type, écoutez bien, il est, entre guillemets, employé, acheté, appelez ça comme vous voulez, 1 an avant la Shemitah, combien de temps il va travailler? 1 an. Le maximum qu'il peut rester, c'est 6 ans. C'est-à-dire, si le type, entre guillemets, il n'a pas eu de bol, la Shemitah, elle vient de passer, et lui, il se fait attraper, il fait son coup, etc. Maximum 6 ans. Au bout de 7 ans, au bout de 6 ans, tu montes et tu descends, il prend ses affaires, il s'en va, il ne te doit plus rien. Attends, il a volé 200 000. Il a fait un travail de 50 000. La dette est épongée aux yeux du Bétin. Mieux que ça, le Eved demain, il y a un bienfaiteur qui le voit travailler, il fait chaud, il sue, etc. Qui le pauvre, il me fait de la peine. Combien tu as volé? J'ai volé 50 000.
bouge pas. Il appelle son propriétaire, viens ici, je voudrais te parler. Ça fait combien de temps qu'il travaille? 1 an et demi. Combien il reste? 45 000. Il prend son chéquier, il signe, on va appeler ça comment, je veux dire, une caution. Il va payer sa caution, le type, il prend ses affaires, il s'en va. Donc il y a des vrais droits sociaux qui ont été accordés. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le Evet Kenani. Ça, par contre, c'est pas un juif. C'est quoi? C'est un non-juif, c'est un goy. Alors lui, pareil. Lui, par contre, il peut être vendu à vie, mais il a des conditions. Si demain quelqu'un veut racheter, il peut sortir. Et quoi surtout? S'il est blessé par son maître ou quoi que ce soit, en fonction des plaies, il peut tout de suite être libéré. Donc déjà, on a refait un petit peu, on va dire ici, le modèle de ce qui s'est passé à l'époque. Maintenant, une question toute simple. Quand est-ce que ces halachot ont été donnés? Est-ce que vous le savez? Alors, un petit indice. Quand dans la Torah c'est marqué, quand un passouk ou un début de paracha commence avec un vav, nous dit Rashi, ça veut dire que le sujet en question est relié directement au sujet précédent. Alors venez, on remonte une semaine avant. Quel paracha on a eu la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on a donné? 10 commandements. Les 10 commandements. On vient de donner la Torah, n'est-ce pas? Vous me suivez? Très bien. Ça veut dire que si là je dis Ve'ele Amishpatim, ça suit tout de suite le nom de la Torah. Donc t'imagines ou pas? Événement international, mondial, tout le monde assiste à Matan Torah, tout le monde sait ce qui est en train de se passer. Hachem s'est dévoilé, l'humanité a arrêté de vivre pendant un instant, tellement qu'on a écouté le dévoilement d'Hachem. C'est quelque chose d'unique, hein. Il n'est arrivé qu'une fois, et pour l'instant, c'est pas prévu que ça se reproduise. Si vous entendez Dieu demain, tenez-moi au courant. Moi, j'ai pas cette chance. Hachem, tout de suite, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Tu descends. Et tu vas parler aux Juifs quoi? Des halachot. De quoi? Des Avadim. Des Avadim. Maintenant, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour les esclaves et leurs droits sociaux, il n'y a pas de plus important peut-être dans l'urgence à traiter là tout de suite. Cacheroute, peut-être, je sais pas. Shabbat, il y a un petit bourg, le vol, il y a quand même du travail. Vous imaginez quand même qu'une des raisons, on dit qu'à Shavuot, on mange des laitages. Une des raisons, c'est quoi? C'est parce que Matan Torah, quand ils ont reçu la Torah, on leur a appris qu'on ne peut plus mélanger le lait et la viande, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Eux, ils avaient une seule vaisselle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait toute leur vie? Ils ont mangé dedans de lait et de la viande, vu que c'était autorisé. Donc du coup, ils ont dû cachériser le temps qu'ils s'organisent, ils étaient bloqués. Qu'est-ce qu'ils ont mangé ce jour-là? Des laitages, parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser la vaisselle. Il fallait manger quelque chose de froid et qui était prêt tout de suite. Donc il y a quand même du boulot. Hein, si tu veux, à l'approche de Pessah, on fera une petite révision. Ils rendent cacheroute, etc. Qu'est-ce qu'on peut cachériser? C'est du boulot ou pas? Et pourtant, chaque année, on les apprend et on les oublie. Donc tu m'as dit, quand c'est une première, maman, j'imagine Moshe Rabbeinu à l'époque de Matan Torah, il a dû devenir fou. Ouais. Il a dû devenir fou. T'imagines? Alors imaginez-nous aujourd'hui, quand les gens ils sont au courant, mais ils ont juste du mal à accepter. Et chaque année, ils reviennent. Et chaque année, on repose les mêmes questions. On entend les mêmes réponses et à chaque fois, on entend aussi les mêmes râlements. Oh, ouais, ils sont compliqués, ces rabbins quand même. Oh, ouais, mais monsieur, Pessah, ça coûte cher. Vous imaginez si je dois racheter la vaisselle? Imagine à l'époque, quand Moshe il leur a annoncé ça pour la première fois. Ils ont voulu le lapider, à mon avis. T'imagines ou pas? Exactement, en plus de ça. Il a vraiment dit Moshe. Il a dit Moshe à la fin, il a dit les Bénis Israël à la force, ils vont me tuer. Donc déjà, c'est quoi l'urgence? Ça, c'est la première. Maintenant, deuxièmement, il y a un truc qui est encore plus intéressant. C'est que, en fait, il n'y a pas de raison de parler d'esclavage maintenant. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Un juif, est-ce qu'on peut l'obliger à dire à partir du moment où tu vas être esclave? Ça n'existe plus. C'est terminé. Ça, c'était Paro. Nous, les juifs, on ne peut pas faire ça. Quels sont uniquement les deux cas dans lesquels on peut avoir un esclave juif? C'est s'il n'a pas d'argent et qu'il décide de se vendre pour survivre, ou comme on a dit, s'il a volé et qu'il ne peut pas le rembourser. D'accord? On vient de sortir d'Égypte. Il y a des esclaves. On est tous libres. Très bien. Les Bénis Israël, ils sont dans quelles conditions financières? Ils sont bien ou ils sont même très 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 bien? Ils sont, les amis, les Bénis Israël sont sortis. Milliardaires. Milliardaires d'Égypte. Ils ont eu des entrées d'argent à 2 reprises. Je rappelle, c'était quand? Yetziat Mitzrayim, quand ils ont pris de l'argent aux Égyptiens, et Bizatayam, quand ils ont récupéré l'argent. Après la Kriyat Yam-Souf, et qu'est-ce qu'il dit Chazal? Dola, Bizatayam et Bizat Mitzrayim. Ils ont récupéré plus d'argent la deuxième fois que la première fois. Donc chacun est milliardaire. Comment tu veux arriver à un cas où un type va dire j'ai plus d'argent pour vivre, je dois me vendre en esclave? C'est impossible. Même si tu veux claquer, aujourd'hui tu peux claquer ton osé, oui. Tu vas acheter un yacht, tu vas acheter des voitures hors de prix, tu vas acheter des immeubles, tu vas investir dans la bourse, dans quelque chose. Tu peux vers
très vite perdre ton argent. Mais à l'époque, tu viens de l'avoir. Même si tu veux, tu n'as pas où le dépenser, tu es dans le désert. Yeah. Donc quoi? Ah, tu te dis peut-être qu'il va voler. Il va voler quoi? De l'argent, il en a. Donc il n'y a aucune raison logique d'arriver à un point d'esclavage. Donc si dans l'immédiat, il n'y a rien qui presse, et qu'il y a beaucoup plus important à s'occuper, pourquoi la Torah dit quoi? Veillez la mishpatim Moshe, tout de suite, tu descends là, le jour du Yom Kippour, qu'est-ce que tu commences à faire? On s'assoit, on parle d'Halachot et Arvedim. Chazal dit, on ne comprend pas, c'est quoi l'intérêt dans tout ça? Premièrement. Deuxièmement, la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Encore une fois, elle fait une révolution dans le monde. Vous n'êtes plus des chiens, vous n'êtes plus des objets, vous redevenez des êtres humains. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas du tout cette idée qu'on a pu autant rabaisser le genre humain. D'accord. En vrai, on fait plus simple. Pourquoi la Torah elle-même, elle n'a pas aboli la notion d'esclavage? On aurait dû dire, il n'y aura plus d'esclaves dans le Ham Israël, écoute, c'est tellement moche. On doit tellement aujourd'hui se battre pour remettre un petit peu les idées à l'ordre. Pourquoi est-ce que la Torah, elle fait du ski? On va laisser, mais attention, on va tout changer de l'intérieur. Pas moi, si tu veux faire une réforme, fais une belle réforme, c'est tout. Et là, vous allez comprendre ce que c'est, mes amis, la finesse, l'intelligence et la profondeur de la Torah. Ceux qui pensent que la Torah, elle est déconnectée de la vie, si mal que tu n'as jamais rien compris à la Torah. Si vous voyez une personne qui vit au quotidien, qui te dit, moi je suis shomer Torah au mitzvot, je suis religieux. Vous savez que j'aime pas ce mot, mais de temps en temps je le dis quand même. Je suis même extrêmement religieux. Mais le type qui voit, il a toujours une tronche de Tisha B'Av, il n'a jamais un sourire sur sa tête. Écoutez bien ce que je vous dis, il ne sait pas ce que c'est appliquer la Torah. La Torah, mes amis, ça passe avant tout par la joie. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Une raison pour laquelle je peux te bénir, c'est Tachat Asher Lo Avadeta Elokecha Besimcha Uftuv Levav. C'est parce que tu n'as pas servi Hachem avec plaisir, avec joie et de ton cœur. Si tu vis ton judaïsme comme un fardeau, Hachem dit, mais même moi, j'en veux pas. Hachem dit, je ne veux pas. Si tu fais Shabbat et que pour toi, c'est une rasra, il dit, bah. Alors non, on ne peut pas dire fais pas Shabbat parce que ça restait un tzivouï, justement, je n'ai pas dit la suite. Mais Hachem, il te dit, mais ton Shabbat, il ne me plaît pas. C'est pas ça que j'ai demandé. Il t'a jamais dit si tes trucs, alors allume ta cigarette. Non, je ne serai jamais celui qui va vous dire allumer une cigarette pendant Shabbat. Je suis désolé, ceux qui sont venus chercher ça, vous n'êtes pas la bonne adresse. Par contre, je peux vous dire une chose, que faire ton Shabbat, et tu fais mikveh avant Shabbat, et là, puis là, tu mets 4 habits blancs, et parce que tu vas chez Chabad, tu mets le gartel, et mais que tu arrives chez toi, tu rates, tu t'énerves, tu trucs, le Shabbat dit ton Shabbat, tu l'as pris, tu peux le mettre à la poubelle. Alors ceux qui crient, qui cassent des choses à Zata, parce qu'ils ne fument pas, parce qu'ils boivent, parce qu'ici, j'en parle même pas. La Torah, elle est censée être alignée à nous. Ah, mais pourquoi j'y arrive pas? Parce que tu n'as pas compris ce que c'est la Torah. Renseigne-toi, apprends comment on fait, l'approche, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? Il dit le Rambam, ou Ramban si je ne me trompe pas, pardon. Pourquoi est-ce que la Torah n'est pas venue abolir l'esclavage? Écoutez bien, à cette époque-là, parce que l'être humain n'était pas capable d'accepter une idée. Un exemple. On va arriver plus tard, dans quelques mois, une pacha qui s'appelle Kitetse. De quoi on parle là-bas? Des soldats qui vont en guerre. Là-bas, il y a des gens qui sont tués, il y a des gens qui sont pris en otage, n'est-ce pas? Et là, de quoi on parle? Si toi, maintenant, tu t'appelles Ruben Cohen, je ne veux pas dire Atal parce que bon, voilà. Tu t'appelles Ruben Cohen, bon, avec Cohen, peut-être c'est compliqué. C'est quoi? Venez, Cohen. Allez, Ruben Partouche. C'est bon, si y a Ruben Partouche, je l'embrasse et j'en suis désolé. Ok? Tu es un soldat, tu te bats, et tout à coup, sur le champ de bataille, tu vois une princesse. Mais c'est pas une princesse, non, c'est le modèle de Dior. D'accord? Et tu la vois passer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un coup de foudre. Pourquoi? Pas parce que tu es fou. Déjà parce que ça fait 3 mois que tu es en guerre. Donc une femme, tu sais plus ce que c'est. T'as de Serrara qui vient. Et tu tombes amoureux, tu as fait une fixette. Donc tu la prends et tu te dis quoi? Cette femme, elle est à moi. Alors, pas pour faire la popote. Parce que tu veux être avec elle. La Torah elle aurait dû dire quoi? Chut, ça va pas, rachat, prends la gêne là tout de suite. Éloigne-toi, qu'est-ce que dit la Torah? Qu'est-ce que dit la Torah? Prends-la.
Prends-la. Tu coupes les ongles. Mais il y a toute une procédure à faire. Procédure. Elle va pleurer pendant 1 mois. Ouais, c'est pas... Alors on se dit, bon, c'est quoi un mois final? Moi, je vous mets à l'épreuve. Un vrai défi. Vous rentrez chez vous le soir. OK? Alors, ta femme, elle pleure pas. Mais elle fait la tête. Donc déjà, n'espère pas de retrouver un repas sur le gaz, tu vas pas trouver. Mais ça va commencer un truc. Qu'est-ce qui se passe? Tata, tu m'aimes pas? OK. Une fois, bon, le matin, tu te lèves, tu as mal dormi la nuit. Comment ça va? Ça va, ça va. Mais si ça se répète 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, au bout d'une semaine, le type, tu fais vite kadage, c'est fini. Le type, c'est fini. Tu commences à lui faire Ashkaba. Maintenant, c'est pas qu'elle fait la tête. C'est que toutes les semaines, elle pleure. Et qu'est-ce que j'ai fait de me marier avec toi? Mais au bout d'une semaine, tu as perdu 10 kilos. À la fin, tu dis, écoute, prends tes affaires, va-t'en, qu'est-ce que tu veux que je te rends pas heureuse? Tu m'accuses de tous les maux du monde. La Torah te dit, pendant une semaine, pendant 1 mois, tu vas prendre cette femme. Elle va pleurer tous les jours devant toi à quel point elle est malheureuse d'être avec toi. Et en plus de ça, attends, tu dis, bon, bah écoute, elle pleure, mais elle est belle. Alors bon, je prends mon pas en patience. Et oui, elle est belle. Tu prends tous les cheveux, tu rases. Hop! Les ongles, tu laisses pousser. Il n'y a pas de maquillage, hein, vous avez compris. Le type, il va arriver à un niveau de dégoût. Il va dire, tu sais quoi, voilà, ma fille, lève-toi, prends tes affaires, je te donne même de l'oseille. Je t'ai pris un billet en business class. Ressors. Rien que s'il te plaît, ressors. Et puis, ok. Maintenant, j'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que la Torah elle dit tout simplement pas, mais cette femme, tu ne peux pas la prendre? Réponse, parce que le type, il n'est pas capable. Le type, il est dans une mentalité de guerre. Encore une fois, aujourd'hui, ça, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais la mentalité de guerre de l'époque, c'est quoi? C'était normal d'avoir des esclaves, d'avoir des otages, femmes et hommes. Et si la Torah elle te dit aujourd'hui j'abolis, ils vont dire quoi? Je suis désolé, mais on n'est pas capable. Maintenant, la Torah elle est très maligne, pourquoi? Elle te dit tu veux, prends-la. Mais sache que pour y arriver, déjà on va te sortir les déchamas. Alors imagine, tu tombes sur un type, tu te dis moi, même pas peur. 1 mois, je vais tenir. Je vais tenir, qu'elle se rase la tête, qu'elle pleure, qu'elle se laisse pousser les ongles, rien à faire. Je la veux, je vais attendre. La Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te colle la paracha, l'épisode de quoi? De Ben Sorer au Moré. C'est moi l'enfant rebelle. La Torah te dit, regarde, c'est simple. C'est très simple. Si tu vas prendre cette femme et que tu vas aller au bout de tes pulsions et de comprendre que c'est pas bon pour toi, on te signe que de cette union, si elle a un enfant, qu'est-ce qui va sortir? Un enfant rebelle. Alors, imaginez aujourd'hui, quand on a du mal dans l'éducation des enfants, et des fois tu te bouffes les ongles parce que tu sais pas où il est, à quelle heure il rentre, il boit, il a fumé, avec qui truc. Tu vis pas, tu passes de rabbin en rabbin, de ségoula en ségoula pour que mon fils il revienne sur le droit chemin. Imagine Michal si c'est une fille. Tu meurs. Et là, avec ça, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de tout lui donner pourtant. Tu comprends même pas. Là, la Torah te dit à l'avance, écoute bien, si tu vas dans ce chemin, l'enfant que tu vas avoir, tu vois, irrécupérable. Le type, il est censé, s'il a du bon sens, il est censé faire quoi? Revenir en arrière. C'est-à-dire que la Torah, elle est obligée de faire passer des messages qui sont acceptables. Sinon, on n'a rien gagné. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait en sorte de mettre des règles qui vont te faire comprendre le but qu'elle cherche en réalité. Cette femme, on ne veut pas que tu la prennes. Pourquoi je te dis non? Parce que si je te dis non, tu vas pas pouvoir le faire. Je te dis oui, avec des règles où tu vas comprendre que tu n'as pas d'autre choix que de le faire. Donc, c'est-à-dire que le but, c'est quoi le plus important? C'est pas uniquement le message, mais c'est l'approche. La Torah, elle va t'amener par toi-même à comprendre que cette chose n'est pas bonne pour toi. Vous avez compris? Donc, si je reviens à ça maintenant, pourquoi la Torah n'a pas aboli la notion d'esclavage? Parce qu'on n'est pas capable. Parce que jusqu'en 1860, le monde entier, en tout cas une partie du monde, fonctionnait avec cet esclavage. C'était ça à l'époque, le travail. C'était ça à l'époque, les mains-d'œuvre. Comment on a construit des pyramides? C'est nous qui les avons construites. On n'avait pas de tracteur, on n'avait pas de grue. Pas possible, ça n'existe pas. Elle m'a la sonne. Donc là, toi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans ton sens. Mais elle te limite pour préparer la mentalité humaine à un changement. Regardez comment c'est différent. Hein. Est-ce qu'un enfant, je pose la question, est-ce qu'un enfant, quand il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu lui imposes d'attendre 6 heures entre le lait et la viande? Non. Il faut attendre qu'il ait. C'est quoi? En général 6 ans ou à partir de l'intelligence de l'enfant. S'il comprend ce que c'est la notion d'heure, combien de temps il passait, etc. Pourquoi? Pourquoi on ne lui impose pas tout de suite comme un adulte? Réponse, parce qu'il faut préparer son mental à être capable de faire des choses. Mais si tu lui dis 6 heures, mais le gosse, tu es en train de le torturer.
Mieux que ça, bon, si Dieu veut, bientôt, on va avoir au Rosh Hashanah Purim. Avec quoi? Avec le Tanit Esther, n'est-ce pas? Un enfant, tu dois le faire jeûner. Non. Chas Veshalom. Chas Veshalom. J'oublierai jamais, parce qu'à 12 ans, un enfant, il n'est pas obligé de jeûner. Même les 3 jours avant sa bar mitzvah, je suis au créneau qui n'est pas obligé de les faire. D'accord? Moi, je me rappellerai toujours. Toujours. Je suis enfant, je suis à la synagogue, samedi après-midi, le cours du rabbin, donc comme dans toutes les synagogues. Et on est là, je me rappelle, avant un certain jeûne, et le rabbin, il rappelle des halachot. Il dit, écoutez bien, un enfant, il ne faut pas le faire jeûner. Pourquoi? Je lui dis, mais ça va, il a 8 ans, il dit qu'il est capable. Et moi, je suis fier de lui, je vais lui donner 20 € en plus à la fin du cours. Un enfant, il n'est pas fait pour jeûner. Et même s'il y arrive maintenant, ça peut lui faire un dégât dans le corps irrémédiable. Le corps, il y a certains moments, il est préparé, des fois, il n'est pas préparé. Il ne faut pas pousser. C'est le gosse, il veut dire, je jeûne jusqu'à midi, jusqu'à khatzot, t'as la bracha, je mange pas mon yaourt ce matin. Oui, alors qu'est-ce qui est bien de faire dans les jeûnes, par contre, c'est d'enlever les bonnes choses. Pas de glace, pas de bonbons, pas de trucs. Vous voyez, parce que le gosse, il doit sentir que c'est un jeûne. Mais sinon, normal, il mange son repas, il mange son fruit, il mange son légume, et à quoi baisser l'air. Alors, par contre, je vais vous étonner. Quel est le jeûne par excellence où non seulement l'enfant il peut manger, et en plus ça, tu peux lui donner des bonbons autant qu'il demande? Yom Kippour. Yom Kippour, c'est un jour de fête. Yom Kippour, c'est un jour de Yom Tov. Nous, on doit jeûner parce qu'on doit se faire pardonner, etc. Mais les enfants qui ne jeûnent pas, ils vont manger peu ce qu'ils veulent. D'ailleurs, écoutez bien, une personne qui mange à Kippour, parce qu'il est dispensé, qu'est-ce qu'il fait avant de manger? Qui douche. C'est fort. Qui douche, et Birkat Amazon et tout ce qu'il faut. Vous avez compris? Vous voyez comment les choses, elles sont bien réparties. Donc l'enfant, pourquoi tu ne l'imposes pas tout de suite? Parce que tu dois d'abord le préparer à ce qu'il va avoir un changement, mais au fur et à mesure. Il a 8 ans, il voit que les gens, ils jeûnent. Ah, moi aussi j'ai envie de jeûner. Tu peux pas. Vous connaissez bien ce que je vous dis, une personne quand il veut avancer, des fois, de le faire un peu attendre, ça va encore plus lui donner envie d'avancer. Parce qu'il comprend que la progression, c'est un mérite. C'est pas tout celui qui veut, il le fait. Prenez l'exemple d'un Baal Tchouva. Un Baal Tchouva qui veut quoi maintenant? Il veut tout à coup, il n'a rien fait jusqu'à maintenant. Il mangeait pas kasher, il faisait pas Shabbat. Rien. Il décide de faire teshuva. Un rabbin normal qui se respecte, qu'est-ce qu'il va lui dire? Vas-y, commence tout à coup. Non, pas étape. Doucement. Chouïa. Pourquoi? Parce que de un, si tu vas trop vite, tu vas te cramer. Et de deux, tu vas comprendre que d'avancer, ça se mérite. Quand tu arrives à ce niveau, tu l'as acquis. Maintenant, on t'autorise à passer au palier suivant. Et c'est pareil avec nous. La Torah, elle a dit, on n'autorise pas tout de suite à abolir l'esclavage parce que la mentalité humaine, elle n'est pas prête à accepter. On va mettre des règles qui vont faire comprendre, mais attends, ce type, si, mais sauf de la Kana Evet, Kana Adon, Leatzmo, si quand j'achète un esclave, en fait, c'est un maître pour moi, donc on va me dire, je vais comprendre quand on va dire, écoute, laisse tomber, il va dire quoi? Avec des pressions, tu m'as rendu service. C'est plus un plaisir d'avoir un esclave. Je vais vous raconter une belle histoire. Un jour, il y a un type qui avait des appartements. Et dans un de ces appartements à la location, il avait une veuve et des orphelins. Bon, t'imagines que déjà, quand tu dis veuve et orphelin, tu comprends qu'il n'y a plus de mari. Donc, l'argent, il fait plus difficile. Ouais. Ça va être compliqué de ramener à manger et de payer le loyer, et de payer les charges, etc. Donc, forcément, on arrive au cas où la veuve ne peut plus payer son loyer. Le type, il attend 1 mois, 2 mois d'échéance, 3 mois d'échéance. Bon, madame, regardez, je vous préviens, on arrive à l'hiver, il y a beaucoup de demandes. Si vous ne payez pas, dans 1 mois, vous prenez vos affaires et vous dégagez. Mais où je vais aller, ça, c'est pas mon problème. Je ne suis pas Pôle emploi, je ne suis pas la soupe populaire, je ne suis pas les restos du cœur. Vous prenez vos affaires et vous partez. Mais monsieur, vous comprenez que vous allez mettre dans le froid, j'ai avec des enfants. Je m'en fous. Vous sortez. La veuve, elle pleure. Elle va voir le rave de la ville. Elle lui raconte son histoire. Elle est brisée. Elle est paniquée. Qu'est-ce que je fais? Il dit, c'est qui ton propriétaire? Vous savez quoi, on va reprendre tout à l'heure, Ruben Partouche. Ça vous va? Ouais. Le même Ruben Partouche. Ok, il a vécu très longtemps. Il a eu un chrotiamim de folie, celui-là. Il a convoqué. Maintenant, l'hiver a commencé. Vous savez, même à la taille, des fois, il fait bon, mais quand il commence à faire froid, il fait froid. Le rave, il dit, je veux que tu viennes à la maison. Il dit, ok. Il tape à la maison, il fait froid dehors. L'autre, avec son manteau, son écharpe, ses gants. Le rave, il lui va voir, Baruch haba, sur le bas de la porte. Écoute ce chidouche de folie, avant qu'on commence. Écoute ce chidouche de folie. J'ai lu aujourd'hui dans le Shulchan Aruch, et il lui fait une thèse sur pourquoi est-ce qu'il faut jeûner ou pas jeûner, et pourquoi Kippour c'est comme ça, et ça c'est ce qu'il a, et ça c'est truc. Le type, il aime bien le rabbin, il aime ses cours le Shabbat et tout, mais là, qu'est-ce qui se passe? Il a froid. Il est dehors. Ah, tu vois, il est poli, ah.
Tu vois, il commence à sauter, tu vois, il lui fait comprendre que bon, t'as compris? Il lui dit, Rav, c'est magnifique, mais peut-être on peut rentrer à l'intérieur, on continue plus tranquillement. Il dit, attends, t'as pas écouté le meilleur. Tu sais, connais pas la cuisine arabique qui va y guerre là-dessus. Et il enchaîne. Le gars, pendant 20 minutes, il a mis au bout de sa vie. Il est comme ça, il grelotte. À la fin, il dit, j'ai terminé. Celui qui dit, déjà, Mazal Tov, chez Riano, c'est super. Il dit, Rabbi, ya Rabbi. Au lieu de me faire ça comme ça, viens, on se met au coin du feu, un petit café, et tu m'expliques. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? On aurait pu rentrer à l'intérieur, au petit café, et que je t'explique. Et surtout que je te parle de la réalité, de pourquoi je veux te parler. Mais je voulais que tu ressentes qu'est-ce que c'est d'être dans le froid, au moment où quelqu'un il te parle. C'est quoi de vivre le froid sur tes os? Maintenant, quand on va rentrer, je vais te dire, tu sais, il y a une personne que tu t'apprêtes à mettre à la porte, va se trouver sans toit sur la tête, et elle, c'est pas un homme, c'est une femme, et elle n'est pas toute seule, elle a des enfants. Tu vas te rappeler de ce que c'est sur tes os juste pendant une petite demi-heure. Imagine eux qui vont passer ça toutes les nuits. Ça s'appelle préparer la personne. Alors la Torah veut dire qu'une des raisons pour lesquelles Hachem il a pris tout de suite dans l'urgence le message de l'esclavage, alors que comme on dit, il y a les Shabbats, les Tfilin, les Kashrut, Tarat Mishpacha, il y a tellement de sujets chauds à traiter maintenant. Oui, mais le meilleur moment pour expliquer à un juif l'importance de l'esclavage, c'est quand? C'est quand lui-même il se rappelle encore ses tout frais, qu'est-ce que c'est très esclavage. Tu te rappelles comment tu as morflé? Comment tu t'es fait fouetter, maltraiter, massacrer? Tu te rappelles de ce que c'est? Ça y est, à partir de maintenant, c'est fini. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. L'oubli, c'est quelque chose qui vient très vite. C'est quelque chose qui vient très très vite. Tu peux vivre des épreuves. 2 ans, 3 ans après, la vie, elle t'a souri, tu es sorti de tes épreuves. Tu vas t'en rappeler. Si on te dit un jour comment t'en es arrivé là, tu vas dire, je crois que c'était facile, j'ai passé des galères, c'est vrai. Mais tu pourras rarement ressentir la peur que tu as ressentie au moment de l'épreuve, comme dans l'épreuve elle-même. Prenez une personne maintenant, là, tout de suite, qui paye, écoutez bien, qui peine, je pèse mes mots, hein, à acheter à manger tous les jours. C'est marrant quand on dit ça, on se dit, ouais, est-ce que ça existe? Bien sûr que ça existe. Nous, après chez Mouba, on fait des courses à Oshera, à Drami Lévi, tu sors avec un chariot. Je me rappelle de cette image que j'ai en tête, il y a des années. Je suis avraire. Ok, donc les revenus, c'est pas des revenus d'un banquier. Mais bon, Rachem, j'avais un chariot qui était plein. Je sors. Et je vois une dame à la caisse ou à l'accueil. Elle me dit, vous pouvez me donner quelque chose pour Shabbat? Alors, chacun son, tu peux dire, écoutez, j'ai pas beaucoup, c'est vrai que t'as un grand chariot. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que toi, tu t'es mis à 3000 shekels de découvert maintenant. Mais la vision, que tu as une femme qui tend la main et te dit, aide-moi à manger pour Shabbat. Je rentre pas, c'est vrai, c'est pas ça mon problème. Elle m'a pas demandé ma maison. Elle m'a demandé un peu d'aide pour Shabbat. Faut arrêter d'être des grands archéologues et des grands calculateurs de risques. Ouais, quand on parle de broutilles. Elle te dit, tu peux m'aider pour Shabbat. Et toi, ton chariot, il faut être 2 pour le, tu sais, parce qu'il est en train de bouger dans tous les sens. Est-ce que tu peux dire non? Impossible. Et si tu le dis, tu te sens pas mal, à l'aise. Tu dis, moi, j'ai en train de calculer où je vais mettre tout ça au congélateur, et je suis en train de dire à la dame, je suis désolé, j'ai pas. Tu sais ce qu'il faut faire? C'est très simple. Tu dis après tout, des fois, tu dis, bon, je sais pas si elle va prendre cet argent pour acheter des cigarettes, pour acheter autre chose. Tu fais très simple. Tu dis, madame, venez, on rentre, voilà, j'ai tel budget. Achetez ce que vous voulez à manger. Et tu as fait ta mitzvah. Mais ça, pourquoi tu es capable de faire ça? Parce que toi-même, tu sais des fois ce que c'est de galérer pour acheter à manger. Mais prends maintenant un type, Baruch Hashem, qui est millionnaire. Millionnaire. Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche, et lui, il a rendu cette cuillère en or. Tu lui dis, j'ai pas de quoi manger. Il va pas comprendre. Il va dire, c'est quoi, j'ai pas quoi manger? Ok, tu manges pas à ta faim. Non, vous savez pas ce que c'est. Je n'ai pas à manger. Vous savez que moi, j'ai vu des photos d'organismes de Chesed. Je pense pas que ce soit des montages. Parce que moi, je connais des gens qui ont fait des témoignages sur place. Tu ouvres le frigidaire. Quand tu ouvres chez toi, il y a quoi? Tu dis, encore la même chose. Ouais. Mais c'est un bon signe. Tu as Khalavi, tu as Bassari, tu as Parvé, tu as les restes de la veille, je veux plus. Ça fait 2 fois que je mange la même chose et tu commences à faire le gâté. C'est bien. Et tu vas râler si quoi? Tu vas râler à la rigueur si l'ampoule du frigidaire elle a grillé. C'est un très bon signal parce que tu trouves pas le camembert que tu as acheté la veille. C'est un très bon signal. Je suis très heureux pour vous. Sauf qu'il y a des gens quand ils ouvrent leur frigo, qu'est-ce qu'ils voient? Que l'ampoule. Ouais. Et encore si elle n'a pas grillé. Mais ça existe des cas comme ça. Et c'est quand tu vois ça et que les gosses ils sont tous
10 kilos tout mouillé, que tu comprends que cette notion, elle existe. Donc quand tu souffres ou bien tu as connu ce que c'est la souffrance et je te dis à ce moment-là, tu deviens un nouveau riche, s'il te plaît, est-ce que tu peux être sensible et au moins peut-être avec les millions que tu as maintenant, créer peut-être une association pour ceux qui ont du mal à manger? Il va dire quoi le type? Mais tout de suite, dis-moi combien tu as besoin. Après, on m'a raconté une histoire récemment, un truc de fou. Il y avait un type qui devait marier sa fille, il n'avait pas d'argent. Je ne sais pas forcément si c'était un type, un Kolelman, des fois il y a des gens qui travaillent et pourtant ils galèrent aussi, hein. Faut pas croire. Il devait marier sa fille, il n'avait pas d'argent, il ne savait pas comment il allait faire, Maintenant il faut avancer les préparatifs. Il faut aller commencer à acheter les habits, il faut commencer à donner les avances pour le traiteur, la salle. Le type, il ne rame, il ne sait pas comment il va faire. Et il en parle à son rab. Il dit, je sais pas, Rabbi, je sais pas comment je vais faire. Rabbi dit, je n'ai pas les moyens de l'aider. Tu ne vas pas laisser un juif comme ça. Achlasat Kala, il faut aider. Elle dit, j'ai rencontré un type. Rabbi, comment ça va? Oh, Hachem, je te vois un petit peu taroud, un petit peu préoccupé. Il dit, voilà, ouais, mon fils, je ne sais pas quoi faire. Il y a une personne à qui doit marier sa fille. Là-bas. Le type, il dit, il va marier sa fille. Il dit, vous savez, Rav, moi, j'avais pas d'argent. J'avais beaucoup d'argent, mais j'avais pas d'enfant. Bon, Hachem m'a donné un enfant, et j'ai pu le marier. Mais je sais ce que c'est de ne pas avoir d'enfant, ou bien le plaisir d'en avoir eu. Il dit, vous savez quoi? Demandez-lui combien ça coûte. Il lui a donné sa carte bleue. Ce qu'il a besoin, il paye. Ce qu'il a besoin, il paye. Les habits pour sa fille, pour sa femme, pour lui, le photographe. Et mieux que ça, elle dit attention, hein, elle ne va pas aller dans les magasins pas chers, là, les favelas de Natania ou de Bnei Brak. Elle va dans un bon magasin. Elle prend une belle robe. Le papa, il va s'acheter une belle paire de chaussures. Un traiteur, il ne prend pas à 50 shekels la mana. Combien ça coûte aujourd'hui, une mana dans un magasin? Minimum 300-400 shekels. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Pourquoi? Il dit, moi, je sais ce que c'est de ne pas avoir d'enfant à marier. Je sais ce que c'est. J'ai vécu avec ça. Quelqu'un a un enfant à marier. Maintenant, son angoisse, c'est ça, c'est de l'oseille. Moi, je vais lui donner. Mais qui est capable de faire ça? Quelqu'un qui a senti le manque. Quelqu'un qui a souffert. Quelqu'un qui a pleuré des nuits et des années pour avoir quelque chose. Et finalement, il a eu. Aujourd'hui, tu lui touches par son nez, il va dire, mais bien sûr que je vais t'aider, mon frère. Vous avez compris? Donc la Torah, pourquoi elle s'intéresse tout de suite à ça? Parce que le Ben Israël, le juif, à partir de quel moment il peut comprendre ce que c'est la cruauté, la sauvagerie d'un esclave? C'est quand lui-même il a encore les traces, les cicatrices sur son dos des coups de fouet qu'il a pris. Prenez un exemple aujourd'hui tout bête, hein, mais vraiment, vraiment tout bête. Vous avez des femmes de ménage à la maison? Non. Il y en a qui en ont eu des femmes de ménage? Non. Bon, à part vous, il y en a qui en ont. Alors je parle même pas de l'époque où les gens, c'était normal d'avoir des bonnes au Maroc, etc. Ok. En toi, quand il y a une femme de ménage, est-ce qu'elle est précieuse à tes yeux? Oh, qu'elle est précieuse. Oui. Pourquoi? On attend avec impatience. Déjà? Bien sûr. Ah oui, sinon c'est toi qui vas le faire, le ménage. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Je vais vous dire pourquoi. Pour parler. Non, non. Non, pas du tout. Vous avez beaucoup de chance si c'est ça le problème. Pour que le mari ne fasse pas le ménage. Pour nous Aussi. soulager. Je reprends. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que j'ai hâte que tu l'as trouvée. Tu as mis 1 an et demi. Tu as mis celle-là, elle n'était pas bien. Celle-là, elle travaillait mal. Celle-là, elle est repartie dans son pays. Celle-là, du jour au lendemain, elle t'a planté. Tu en as une. Rien que de formation pour la former. Tu as mis 6 mois. Qu'est-ce que t'aimes pas? Comment il faut laver? Comment il faut nettoyer? À quelle heure il faut river? Ça fait faire attention. Tu l'as fait comme tu voulais. Maman, j'ai une folie. Demain, tu as une copine qui te dit, regarde, il y a Pessar qui arrive là. T'as pas une femme de ménage? Tu veux lui dire quoi? Non. Pourquoi tu dis non? Pourquoi tu dis non? Parce que tu as peur qu'elle te la prenne? Voilà. Tu as peur qu'elle va être peut-être mieux payée, même mieux aux petits oignons, machin. Tu dis, je suis désolé, j'aime pas. Pourtant, c'est pas ton esclave. C'est une femme de ménage. Mais elle a une importance à tes yeux, ça vaut plus que tout. Voilà, je peux vous dire, hein, dites à une femme qui a l'habitude, ou d'avoir une femme de ménage en général, ou on appelle ça. Dites-lui, cette année, il n'y a pas de femme de ménage, mais elle te prend, elle te pend. Et puis c'est toi qui vas monter en haut des armoires, c'est toi qui vas ouvrir les rideaux. Bon, alors bien sûr, je dis au passage, hein, mesdames, soyez sympas. Le nettoyage de Pessar, c'est pas le nettoyage de printemps. Il ne faut pas mélanger. Vous voulez faire le nettoyage de printemps, vous avez l'année entière pour le faire. Mais arrêtez d'attendre le stress de Pessar entre les courses, la cachérisation, les WC, machin, pour dire en Pessar, on va faire un nettoyage qui ne va pas me mettre moi KO. Moi, la femme de ménage, mon mari, mes enfants, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mes amis, la poussière, ce n'est pas du Hametz, et les enfants et le mari, ce n'est pas le Corban Pessar. Oui ou non?
Bon, et pour ça, il faut aider aussi. Hein. Pareil, c'est facile à dire. Mais il faut aider. Au moins, tu amènes une femme de ménage si toi, tu n'es pas capable de le faire. Et il n'y a Ok. pas de ramètre sous plafond. Il n'y a pas de traînette sous plafond, bravo. Ok, Sur les murs. Donc, Il imaginez, n'y a pas de tremblement. donc, imaginez à notre époque, chut, donc imaginez à cette époque-là, où on dit à un juif, à partir de maintenant, fais attention à l'esclave. C'est vrai que c'est important, l'esclave, ça t'aide. Bien sûr que ça t'aide, c'est un luxe. Mais rappelle-toi ce que c'est d'être maltraité. Rappelle-toi ce que c'est maltraité, et là, il va comprendre. Et maintenant, je vais vous donner une autre approche totalement. Il nous dit, le mégalère à Boukot, un grand méféré sur la Torah, il dit, est-ce que vous savez pourquoi c'était très important de parler de l'esclavage au pied presque de Matan Torah? Et là, on va rentrer dans un truc de folie. Franchement, c'est un autre niveau de compréhension. Il dit, c'est très simple. Comment est-ce que le Haïved, on l'appelle dans la Torah, on l'a dit, le Haïved ivri, l'esclave juif, Ouais. enfin hébreu, d'accord. Comment c'est appelé à partir de Matan Torah, nous, les Bnei Israël? Ivri, ça n'existe pas. Non. Du moins, ça n'existe plus. Qui s'appelait Ivri? Jusqu'à Yetziat Mitzrayim, on s'appelait Ivri. Abraham à Ivri. Les peuples, comment on les appelait? À Ivrim. Yosef, qu'est-ce qu'on a dit? Inénar, Haïved, Ivri. Ivri, c'était le titre qu'il y avait aux Juifs. Après, on s'appelait Israël. Pourquoi la Torah, on est après Matan Torah, elle nous donne un titre qui ressemble à notre identité ancienne, avant Matan Torah, alors qu'on a changé d'identité. Une femme qui se marie, elle s'appelait Mademoiselle Cohen, elle s'est mariée avec un chiche portiche. Hein? Comment elle va s'appeler, qu'elle veuille ou pas? Chiche portiche, elle va là, ça. S'il se fait appeler Madame Cohen, il va pas être content son mari, oui ou non? Ok. On a eu, Baruch Hashem, une carte gold. Allez, essayez d'aller aux États-Unis, d'avoir, comment on appelle ça, la green card. C'est super compliqué. C'est super compliqué. Imagine, tu l'as, tu vas être comme un fou. Tu as eu la plus belle carte au monde qui s'appelle Amanifra. Les enfants d'Hachem, les Bnei Israël. La Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Haïved Ivri. Pourquoi tu me ramènes à l'ancienne? Écoutez bien la réponse. Le Megillah Armon il dit que une des raisons pour lesquelles les Bnei Israël ils ont dû passer 210 ans en Égypte, 400 ans de Xéra, de Guéri Ezaracha Be'eretz Lolahem, et surtout un esclavage Befoal. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un Eved Ivri qui a été vendu et qui a été maltraité à contre-cœur. C'est qui? Yosef Hatzadik. Parce que Yosef, il a été vendu en esclave par ses frères. Avec, encore une fois, on avait expliqué déjà à l'époque de la paracha, le calcul des frères, etc. Mais quand tu regardes de manière extérieure l'histoire, ça a été cruel, ça a été dur, on lui a pas donné son avis et il a eu mal. À cause de ce que nous, on a fait. À un ivri, à une personne qui avait encore ce type de ivri qui s'appelait Yosef, et qu'on l'a vendu contre son gré, on s'est retrouvé nous-mêmes après esclaves en Égypte. Donc la Torah te dit quoi tout de suite? Rappelle-toi ce que tu as vécu, tu as encore mal, tu as encore des courbatures. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on s'est mal comporté avec une personne en tant qu'esclave. Akama, c'est crachou, vous maintenant qui allez devenir des gens riches, qui allez employer des gens en tant qu'esclaves peut-être, comment il faut faire attention de peur d'avoir des conséquences radicales qui peuvent encore se répéter. Et puisque justement on est à la veille de la parashat Skalim, qu'on va lire si Dieu veut, Shabbat, vous savez qu'à l'approche de Purim, on rajoute des petites montées à lire dans la Torah. La première, c'est parashat Skalim. De quoi on parle là-bas? Les Shekalim qu'on devait apporter au Beth Amikdash à l'approche de Rosh Chodesh Hadar. Agmara dit pourquoi? Écoutez bien. Parce que les Shekalim qu'on apportait au Beth Amikdash, c'était là pour contrecarrer la Xéra de Haman qui a voulu acheter Achashverosh par 10 000 Shekalim pour pouvoir détruire le peuple d'Israël. Et je vais expliquer. Vous allez voir comment tout se rassemble, c'est incroyable. La Torah nous dit la chose suivante. Yosef, il a été vendu pour combien d'argent? Pour 20 pièces d'argent. 20 pièces d'argent, ça fait à l'époque, les Chazal, ils ont fait le calcul, 5 shekels. 5 shekels, divisé par 10 parce qu'ils étaient 10 frères, combien ça fait chacun dans la poche? Un demi. Un demi shekel. Khatsi shekel. Okay. Qu'est-ce qu'il a fait, Aman? Écoutez bien. Aman, il est venu à l'époque de Purim. Il a voulu réveiller la faute de Mechirat Yosef sur le Bnei Israël pour avoir une accusation forte aux yeux d'Hachem pour réussir son plan machiavélique de tous nous tuer. Il a dit, mais ton peuple là, mes Fouzar, Onforad, Ben Aramim, sont des gens qui sont séparés les uns des autres. Ils sont pas sympathiques. Lui, il est religieux, lui, il est Chabad, lui, il est Breslev, lui, il est ça, là, là, là. Ouah, combien il y a de groupes chez nous? Et ouais, comment ils sont pas ensemble? Moi, je me marie pas avec toi, toi, t'es Ashkenaz, moi, je suis Farad.
Il dit, c'est incroyable. Il a déjà en plus de ça quoi? Ils s'aiment pas beaucoup. Ils sont séparés. Regardez bien le calcul là. Il a dit à Achashverosh, je vais te donner 10 000 kikar kesef, 10 000 pièces d'argent qui correspondaient, écoutez bien, à 0,5 shekel fois 600 000 personnes quand on est sorti d'Égypte. Il a dit, je vais payer une somme équivalente au noyau du Ham Israël pour qu'à travers cet argent et l'accusation, je vais réussir à quoi? À m'en débarrasser. C'est pour ça qu'elle dit là, donc qu'est-ce qu'on faisait? Chaque Ben Israël devait apporter un demi-shekel. Il a dit, un demi-shekel, tu la pousses. Un shekel, ça va te tuer, même si c'est une famille nombreuse. On arrive à 10 shekels, tu vas mourir. Je dis non, t'as pas compris. Parce qu'il faut neutraliser la xéra de Haman qui était quoi? De 0,5 shekel sur chaque personne. Parce que les frères de Yosef, combien ils ont pris dans leur poche quand ils ont vendu Yosef? 0,5 shekel. Le zecher les machatzit à shekel, ça vient nous apporter quoi? La protection. C'est pour ça que les qu'on s'approchera de Pourim, qui font dans leur synagogue, j'imagine que ici la synagogue elle mettra à disposition, à Botaï. Il faut le faire, c'est très important. Imaginez jusqu'à quand la Mechira de Yosef, elle nous a collé à la peau. Et c'était la raison pour laquelle il fallait tout de suite prévenir le Ham Israël, attention à un esclave. Quand il est maltraité, l'esclave ivri que vous avez vendu il y a des années, c'est ça qui vous a amené jusque là où vous êtes aujourd'hui. Faites attention maintenant. Ça, c'était un premier palier. Maintenant, je vais rentrer dans quelque chose de beaucoup plus joli. Je crois que cette histoire, je vous l'ai racontée il y a quelques semaines, en avant-première. Elle n'était pas prévue, mais elle m'était venue comme ça dans le cours. Mais là, c'est vraiment le moment. Vous allez comprendre ce que c'est Rabotaï, le Ratson Hashem, et qu'est-ce que c'est être libre. On raconte qu'un jour, il y a une personne, vous allez me dire si vous vous rappelez l'histoire, qui devait faire une affaire. Il devait acheter des actions à la bourse. Mais on ne savait pas s'il fallait investir ou pas. Il a envoyé à l'époque une lettre au rabbi de Lubavitch. Rav Kardekara, c'est pour, je vais investir, tac tac, oui, j'achète ou j'achète pas. Le rabbi, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit achète, mais avant déjà de faire, calcule tes gains, combien tu estimes à peu près, et tu fais tout de suite, pas maaser, qui veut dire 10% de la somme que tu vas gagner, mais 20%. Chomesh. Et bracha ve'atzlacha. Aidez-moi, tu me dis un truc comme ça, je fonce. Hein. Même s'il faut, j'emprunte de l'argent, je vais investir, je vais acheter. Très bien. Le mec, il achète l'action, il calcule combien il veut gagner, il fait les 20%, il part en voyage d'affaires, ça lui sort un petit peu de la tête. Ok, il fait ses affaires à droite, à gauche, il va, il vient, il revient chez lui, il avait des post-it sur son bureau, qu'est-ce qu'il doit vérifier en rentrant? Ah, les actions qu'il a achetées, où ça en est? Il rentre sur son ordinateur, il regarde, et là il voit que quoi? Que les actions, elles n'ont pas monté, elles n'ont pas stagné, elles ont commencé à dégringoler. Aïe, aïe, aïe. Puis maintenant, il a mis les sur la table, déjà, lui, il a mis les 20%. Il dit, bon, ok, on se calme, c'est la bourse, ça va remonter. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus le temps il passe, et plus ça descend. Là, il commence à faire un calcul, il dit, si je vends maintenant, tout de suite, je vais au moins sauver les meubles. Je vais au moins essayer de m'en sortir un petit peu. Il est énervé, le gars. Il dit, attends, mais je comprends pas. Moi, le rabbi, il m'a pas dit que j'allais sauver les meubles, hein, si j'allais acheter. Il m'a dit que j'allais réussir à m'enrichir avec ça. Je suis pas d'accord. Ça me convient pas la situation. Je veux pas vendre les meubles, je veux gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend son WhatsApp. À l'époque, c'était les lettres. Il renvoie une lettre au rabbi. Je comprends pas. Tu m'as dit. 10 points d'interrogation. Réponse du rabbi. Vends tout de suite. Non, je rigole. Il lui a dit, écoute bien. Si toi, tu as fait ce que tu avais à faire, le reste, tu ne dois pas t'en occuper. Si tu as acheté et tu as fait ton maaser, tu verras que la totsa, elle sera comme je t'ai dit. Bracha ve'atzlacha. Le type, il attend. Je passe l'histoire. J'avance un petit peu dans le temps. Un jour, il y a 2 rabbins qui veulent ramasser de l'argent. Et ce sont des rabbinés Chabad. Oh, yeshiva, je sais pour quelle cause. On leur dit, écoute, allez à telle adresse. Il y a là-bas un type du béni, il est reconnu pour être un Baal Tzedaka extraordinaire. Toquez à sa porte, expliquez-lui. Si vous arrivez à le convaincre, il va vous aider. Il tape à la porte. Le type, il les reçoit. Bonjour messieurs, Berhavod, bon rabat, il les a pas reçus dehors. Hein. À l'intérieur avec le café comme il faut. De quoi il s'agit? Il dit voilà, on est une yeshiva, Chabad. Il dit quoi? D'où vous venez? Chabad? Il dit oui. Il dit bougez pas. Il sort son chéquier, combien il vous faut? 50 000? 50 000. Il donne. Ça a duré 3 minutes. Il dit wow, on va pas faire un poker face, on est hyper étonné, c'est magnifique.
Après, je vous donnerai l'adresse pour ceux qui ont besoin. 50 000. Il dit, vous savez qui je suis? C'est le type qui avait fait l'affaire en question dont je vous parle. Il dit, il leur raconte l'histoire à eux. Il dit, quand le rabbi m'a répondu, ben, bête qui se passait quelques temps après, l'action elle est remontée. Mais pas elle est remontée, elle a explosé. En flèche. C'est-à-dire quand j'ai revendu, c'est pas que j'ai sauvé les meubles, c'est pas que j'ai gagné de l'argent, c'est que j'ai gagné beaucoup plus que ce que j'avais imaginé gagner à l'origine. Il a dit, bah écoutez bien le moussard que j'ai compris de cette histoire, c'est quoi? C'est que, écoutez bien, c'est le type qui le dit, c'est ce businessman qui le dit. Il dit qu'une action, elle baisse ou elle monte, ça s'appelle la bourse. Tu ne peux pas savoir à l'avance. Mais j'ai compris une chose. C'est que, Bariga, que toi, tu avais fait ce que tu avais à faire. Par rapport à ce que la Torah, elle te demande, écoutez bien la phrase. Le monde n'a pas d'autre choix que de se plier à la Torah. Moi, j'ai fait mon maaser, j'ai fait mon chomesh. On m'a dit, fais, tu vois la bracha, c'est ce qui va se passer. Je ne dois plus me poser de questions, parce que le monde, il n'a pas d'autre choix que de fonctionner selon les termes et les lois de la Torah. Comment je le sais? Très simplement. Qu'est-ce qui est marqué dans Zohar? Comment Hachem il a créé le monde? Il a fait comme ça, abracadabra? Non. Il a fait quoi? Istakel beoraïta ou bara alma. Il a regardé dans la Torah, et en fonction de la Torah, il a créé quoi? Le monde. Donc le monde, la Torah, c'est quoi? C'est la notice. Et le monde, c'est le four qui fonctionne en fonction de la notice. C'est très simple. Ah, mais ça prend du temps. Mais ça vient pas tout de suite. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Tchacher, Nigma, c'est plus dans tes mains. Mais ça va arriver. Pourquoi je vous dis ça? Hachem, qu'est-ce qu'il a fait en réalité? Quand il a libéré le Ham Israël, il leur a redonné quoi? Une seule chose. La liberté. Mais pourquoi? C'est quoi le but d'une personne d'être libre? C'est de faire le ration d'Hachem et d'accomplir la Torah. Je répète, le but de l'homme, ou d'une femme évidemment, d'être libre dans le monde, c'est quoi? C'est uniquement de pouvoir avoir le temps d'étudier et d'appliquer la Torah. Ça veut dire, oh là là, mais ils sont beaux ces messages, mais ça paraît tellement loin de moi. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on est venu ici pour jouer aux cartes ou compter de l'oseille? Non mais vraiment, quand tu vois, écoutez bien, le voyage que l'Ot Teshama elle a fait pour venir depuis le Kissé à Kavod, ici, c'est pas possible, on n'est pas venu juste pour ça. Mieux que ça, le nombre de témoignages qu'on entend de gens qui sont tombés dans le coma, on a entendu des témoignages, ils sont décrits qu'ils sont bien en dehors de leur corps, etc., etc. Ils ont trouvé leurs proches, ils ont ressenti une chaleur et un bien-être, ils ont dit on ne voulait pas revenir. J'ai dit arrête, tu la pousses, je voulais pas. Je dis maintenant je suis là, ok, je suis là. Je voulais pas revenir, pourtant le type il est père de famille, vous imaginez? Le type il a des enfants, il a une femme, il a des parents, je ne veux pas revenir. Je suis tellement bien là-bas. Alors quoi, on t'a envoyé ici pourquoi? Des mecs juste, voilà, tu vas te marier, tu vas faire des gosses, tu vas gagner un peu d'argent, tu vas hypothéquer, tu vas jouer au loto, tu vas prendre un café au Kikar, c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose de plus grand. Vous savez quoi, pour encore vous convaincre un petit peu, moi je suis convaincu, hein. Mais pour vous aider un petit peu à être convaincu. Un jour il y a un type qui doit ramasser de l'argent, j'ai oublié le nom du Rav Bechila, un grand ami de Racham. Ah, je crois que c'est le Rav Chaim Ozer. Il habite soit en Israël, soit en Lituanie, je ne me rappelle pas. Ok? Il va aux États-Unis. On lui recommande une adresse. Vous voyez, les bonnes adresses, elles circulent. Ok. Il arrive, on lui donne le nom du type. Quand il rentre dans le bureau de ce donateur, il voit le nom et le visage. Wow. Le type, il dit bonjour, je vous donne un nom bidon, hein, je sais pas, on va dire John Kennedy. Ok? John Cohen, si vous préférez. Ok, John Cohen, chez nous, c'est Youssef. Ok? Mais bon, à l'américaine, ça fait frais. John Cohen. Il lui dit, le rabbin lui dit, tu me reconnais pas? L'autre, il pense que c'est un guet-apens. Non, je te reconnais pas, je te connais pas. Il dit, si, on étudie ensemble à la yeshiva. Chaim Ozer, tu te rappelles pas? Waouh, le type, il a pas vrai. Choqué, comment tu vas? Bah, au rabbin, il embrasse et tout. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Machin, il dit, voilà, la yeshiva. Et qu'est-ce qui t'amène jusqu'aux États-Unis? Écoutez bien la réponse. Il dit, écoute, j'ai entendu que tu as une usine de manteaux, de prêt-à-porter. D'accord. Il dit, ok. Et tu vois, il dit, c'est une histoire vraie. Il dit, tu vois, mon manteau là, il fait froid dehors et tout, je suis venu. Il y a un bouton qui est en train de partir. Monsieur, peut-être que mon bon ami, il pourrait, avec les gens qu'il a en travail, peut-être m'arranger le bouton. Le mec dit, attends, tu as fait 8000 km
pour réparer un bouton. Il dit écoute, je savais pas qui m'adresser, je devais passer, je vais venir chez toi. Je dis mais bien sûr que je vais réparer ton manteau. Il prend le manteau, il va truc, il dit oh, non seulement vous lui faites pas juste les boutons, vous lui refaites tout ce qu'il faut, et la doublure, regardez, il y a des petits trous par-ci par-là. Il lui fait un manteau neuf. L'autre, 2 heures après, Todaraba, merci beaucoup, je t'embrasse, Batzlach Haraba, il s'en va. L'autre, il dort pas de la nuit. Hein, comme dans Purim Adeda chez Natameler. Khadjouroch n'arrive plus à dormir. Ça fait 30 ans que je l'ai pas vu. Le type, il vient de Lituanie aux États-Unis pour faire réparer un bouton de manteau. Mais il est devenu fou, il a fait une fixette. Il se lève, il se renseigne. Dans quel hôtel il est descendu 4h du matin. Bon, je vous rassure, il n'est pas en train de rêver. L'autre, il a fait Tikkun Chatzot, il est en train d'étudier l'homme chané. L'autre, il dit quand même, c'est qui le bar qui tape à 4h du matin? Il n'y a pas de room service à cette heure-là. Il ouvre la porte, et il voit son pote, des cerfs comme ça, tu sais, des cheveux en pétard. Il lui dit arrête ton cinéma. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu vas me dire pourquoi tu es venu me voir. Ah ouais. Je lui dis mais tu viens à 4h du matin? Il dit oui, t'as compris, tu m'as enlevé le sommeil là, je peux pas. Pourquoi tu es venu me voir? Je dis ben je te dis, je suis venu réparer le bouton. Il dit arrête ton cinéma. Arrête, c'est bon, on fait pas 8 km pour réparer un bouton. Il lui dit Raphaël Moser, John ou Yosef, tu as raison. Je suis pas venu, j'ai pas fait 8000 km pour changer un bouton. Il dit mais je te pose une question à toi. J'ai vu comment tu es. Avant tu étais comme moi, tu avais les péotes, tu avais la kippa, tu avais les tzitzit, 3 tfilotes par jour, tfilin, les parcours yeshiva, Torah, Shabbat. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Shabbat, il n'y en a plus. Imout Torah, on n'en parle même pas. Cacher à la maison, oui, dehors, non. Les enfants, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils deviennent. Et je te pose une question. Est-ce que ta neshama à toi, elle a fait tout ce chemin depuis là-haut pour ça? Pour ça? Est-ce qu'elle n'avait pas 8000 km des années-lumière de voyage pour compter un peu d'oseille et finalement dire à Hachem, on se croise de temps en temps à Kippour? Et si toi tu me dis oui, alors moi aussi je vais changer un bouton. Le type il a eu un choc. Il s'est mis à pleurer. Il a compris à quel point il s'était perdu dans sa vie. Il a dit, tu as raison. Et il a fait des choix grâce à ça. La raison pour laquelle Hachem les a mis dans ce monde ici, c'est quoi? C'est pas pour compter de l'argent. Tu peux compter de l'argent, bracha. N'oublie pas Maaser, par contre. Fais de l'oseille. Marie-toi, c'est une mitzvah. Et des enfants, achètent un appartement, et une voiture, bracha. Il ne faut pas que ce soit une finale. Il faut que ce soit simplement secondaire. Un moyen pour arriver à t'épanouir. Mais c'est quoi le but? De faire Ratzon, Hachem, Mitzvah, Shabbat, Kashrut, etc. Là, je vais vous rajouter quand même une étape. Si ça, vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'on va dire à cet esclave? On prend son oreille, au bout de 6 ans. Si au lieu de sortir, qu'est-ce qu'il dit? Mais non, je suis tellement bien chez moi. Je veux pas sortir. Je suis tellement bien chez la famille Chiche-Portiche, je veux plus sortir. Qu'est-ce qu'on fait? On prend son oreille. On prend son oreille. On la met à la marque Tsea sur le linteau. On lui perce l'oreille. Amar Rabbi Yochanan. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Cette oreille qui a entendu au Har Sinaï. Je vous ai quoi? Vous êtes mes esclaves. Et pas les esclaves de mes esclaves. Et toi, tu décides de rester esclave. Cette oreille, il faut qu'elle soit poinçonnée. Pourquoi un Onesh? Pourquoi une punition? Pourquoi Dafka à l'oreille? Pourquoi on ne met pas ça dans d'autres avérotes de la Torah? Tu fais Shabbat, va mettre un piercing, t'imagines ou pas? Ça devient un collier après. Pourquoi il n'y a que cette avéra-là qui est punissable et de cette chose-là? Écoutez bien. Dit Rabbi Yochanan. Le but de l'homme, c'est quoi? C'est d'être libre. Pour faire quoi? Pour accomplir la Torah. Pour accomplir la Torah, tu dois être libre et maître de ton temps. Mais si tu es esclave de quelqu'un, tu peux être libre de ton temps? Non. Avec que non. Fais ça, va là, fais des courses, va chercher le petit, tac, 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 tac. Impossible. Et dis-toi, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on comprend? T'as pas été esclave par dépit. Tu deviens esclave par choix. Tu fais le choix de ne pas te donner les moyens d'arriver à accomplir le rôle pour lequel tu es venu dans ce monde à accomplir. Ça mérite un signe particulier. Avadaïhem, vous êtes mes esclaves. Et je vous dis la vérité, proposez-moi demain 1 milliard d'euros pour être vos esclaves. Je dirais non. Ça, on réfléchit après. Pourquoi je vous dis non? Je ne sais jamais plus maître de mon temps.
La meilleure chose à quelqu'un qui peut arriver, c'est quoi? Ceux qui ont un petit peu, on va dire, la mentalité pour ça, le courage, le courage des risques. Il va préférer être employé ou être patron. Bien sûr qu'être employé, il y a des avantages. Tu commences à 9h, 18h, tu as fini, tu pointes. Que la société elle s'écroule ou pas, c'est pas ton problème. Le patron, lui, va te venir avant toi au bureau. Non, un vrai patron, il sort après toi. Il n'a pas d'horaire. Mais entre guillemets, demain, il veut partir. Il a de compte à rendre à personne. Il y a aussi des avantages. Mais si toi, tu fais le choix de quoi? Non, mais je suis tellement pépère ici. Mais tu es pépère dans le sens où aussi tu fuis tes responsabilités. Ah, je moi, j'ai pas pu aller à la SINA parce qu'il m'a obligé d'aller chercher ses gosses à l'école. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Tu me dis ça et un petit ridouche. Pourquoi on l'a amené sur Martsea? On a dit c'est quoi Martsea? C'est le linteau. Pourquoi est-ce qu'on a mis d'Afka là-bas? Gematria de Martsea. Valeur numérique du mot Martsea, 400. Les 400 ans d'exil que les Israéliens ont passés en tant qu'esclaves. On t'amène là-bas, cette oreille-là qui aurait dû comprendre au bout de 400 ans qu'on ne va pas être des esclaves des hommes. Il faut décider d'être esclave d'Hachem, ça il doit comprendre. Moi tu vas dire, bon bah c'est beau tout ça, mais en quoi ça me concerne à moi aujourd'hui? L'esclavage on l'a aboli. La Torah, bon, c'est vrai qu'elle est bien d'actualité, mais bon, elle est un peu ancienne, voilà, il n'y a plus d'esclavage, même les États-Unis ont accepté aujourd'hui, c'est terminé. Vous savez ce que c'est un esclave moderne? C'est nous. Alors tu n'es pas aujourd'hui esclave d'un martinet, d'un mec qui te frappe. Non. Mais tu cours derrière quelque chose qui te prend tout ton temps. L'argent, la réussite sociale, et ça, et ça, et ça, et ça. Comme on l'a dit, en soi, il n'y a pas de problème d'avoir une vie sociale et de réussir. Mais c'est au prix de quoi? À quel prix? Écoutez bien, est-ce que tu es capable de travailler tous les jours comme un forcené et de faire tes 3 prières par jour? Oui ou non? Non. Vous voyez, je ne réponds pas, c'est vous qui répondez. Non. Est-ce qu'une personne, elle peut me dire qu'elle travaille comme un forcené, elle n'a jamais oublié de mettre cette film dans la journée? Non. J'ai tellement d'exemples tous les jours de ça. Tu veux travailler comme un fou? Il n'y a pas de problème. Est-ce que ta femme, elle sent que tu es avec elle? Ou elle dit, mon mari, c'est une carte bleue maintenant? Tes enfants, ils sentent qu'ils ont un papa ou un fantôme? Et vous passez tous les paliers. Ça s'appelle aujourd'hui être un esclave moderne. Ça s'appelle être un esclave. Pourquoi? Ouais, mais vous savez ce qu'on va dire? On va dire, ouais, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Pourquoi? Parce que la Torah me demande de faire la tfila, les tfilines, et ça, et la tzedaka, le masser. Mais pour ça, il faut de l'argent. Je suis désolé, Hachem, tu m'as donné une femme et des enfants, mais maintenant, il faut que j'assume. Il faut entretenir madame, il faut les enfants, il faut payer le foot, et les cours de tennis, et la voiture, et les vacances. Et qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu veux dire? Ahafti et Adoni et Tishti et Banaï. Hachem, j'ai pas le choix que de rester esclave de ma vie. J'ai un rythme de vie aujourd'hui que je dois tellement assumer. J'ai plus le temps de respirer. Et là arrive la bombe de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan. Pourquoi on a parlé d'Amar Rabbi Yochanan? C'était qui Rabbi Yochanan? C'était une personne qui a vécu à l'époque du Khurban Habayit. Mais Zakai? Non. Non. Oui, mais pardon, c'est Rabbi Yochanan de Zakai. Il a vécu à l'époque de la destruction du temple. Il décrit qu'à l'époque du Beth Amikdash, du deuxième temple, quand il a été détruit, il y avait un niveau de pauvreté qui est inimaginable pour l'homme. Il raconte, écoutez bien l'histoire qu'il raconte, hein. Il dit, à l'époque du Khurban Habayit, avant que les Romains ils viennent détruisent tout, et donc tout le monde perd son argent, etc., il y avait une femme très riche. Quand la Gemara dit riche, pour dire qu'ils ont des notions de richesse, hein, chez les feuges. Isha Shiraïta Beshem, Martha Bat Baitus. Elle était multimilliardaire. Sauf qu'avec la destruction, etc., du temple, les xérotes sur les juifs, elle a perdu tout son argent. La Gemara, elle raconte, un jour, elle a envoyé son Eved, son esclave, acheter de la farine blanche pour faire des gâteaux, pour faire quelque chose. Il est revenu, il a dit, madame, j'ai rien trouvé, il n'y a plus de farine blanche, il n'y a que de la farine noire. Non, ça, c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude d'acheter. Donc, il n'a pas acheté tout de suite, il est parti lui demander, surtout que l'argent se fait rare maintenant. C'est pas grave, repars, va acheter. Il est revenu, il a dit, madame, je suis désolé, il n'y a plus de farine noire, maintenant il reste que de l'orge. Bon, c'est pas grave, va acheter ça aussi. Ouais, vous avez compris, il part, il revient, à chaque fois, le produit qu'il y avait, il disparaît. Il n'y a plus rien. Cette femme, elle est partie maintenant. Encore une fois, elle avait un esclave, machin, c'est fini, il n'y a plus d'esclave, plus rien. Elle, maintenant, elle va au chouk. Qu'est-ce qu'elle trouve? Des figues séchées, mais quoi pourries. Et c'est tout ce qu'elle trouve. Qu'est-ce qu'elle fait? La Gemara raconte, elle les a ouvertes pour essayer de prendre un peu de jus, de manger quelque chose pour avoir dans sa bouche. Mais elle était tellement hysténiste, délicate. C'était une femme, tu imagines? Une femme qui mange des mecs qui se retrouvent à manger des filles comme ça, un peu pourries. Elle a tellement pas supporté, elle est morte. Imaginez le niveau de pauvreté qu'il y avait. Et ça, c'est quelqu'un qui était riche à l'époque. Imagine les gens de la classe sociale normale.
Boré, il te dit, moi, j'ai vécu cette période. Et avec ça, moi, je te dis qu'un homme qui dit à Hachem, je veux pas être ton esclave, je vais être l'esclave d'un homme, tu vas lui percer l'oreille. Parce que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu n'as pas le choix que de faire ce que Hachem te demande de faire. Mais tu vas dire, mais comment je fais? J'ai tellement aujourd'hui de préoccupations, d'occupations, j'ai pas le temps. Si un mec est dans un crever la dalle, il te dit, moi, j'ai réussi à le faire, comment toi, quand tu vis avec une cuillère d'or dans la bouche, tu peux dire à Hachem, j'ai pas le temps pour toi? Excusez-moi, le seuil de pauvreté, je ne pense pas qu'il y ait ici une personne qui le connaît. Et Baruch Hashem. Et que s'il y a des gens dans la Misraël, Hachem, si Dieu veut, il va les faire monter comme des étoiles vers la richesse. Mais vous allez dire, moi, il y a des gens qui sont pauvres. Il est la Zaken, il n'y avait pas plus pauvre que lui. La Torah, elle dit, tu vas monter là-haut, après 120 ans. On va te demander, est-ce que tu as fixé des moments d'études? Alors, tu as 3 réponses. C'est celui qui va dire, j'étais trop occupé. Dans le sens où j'avais beaucoup d'argent, l'argent m'a sorti de mes trucs. Rabbi Yehuda Hanassi vient ici. Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a rédigé Mishnayot, il n'y avait pas plus riche que lui. Alors qui c'est devenu? Ok. J'étais pauvre à crever, j'avais pas un rond. Il est la Zaken, viens. L'homme le plus pauvre que l'histoire a connu, c'est devenu il est la Zaken. Et celui qui va dire, oh, moi j'étais un playboy. Ah, Hachem, j'avais la tête qui partait partout. C'était plus beau que Yosef. Yosef Hatzadik, il était plus beau que lui. On n'a pas d'excuse. La Torah te dit aujourd'hui, ne sois pas esclave de ta vie. Ne sois pas esclave de tes ambitions. Ne sois pas esclave de tes idées. Non. Comment tu dois faire? Hachem, toi avant moi. Bémet, est-ce que, je vous dis vraiment, dans un moment de lucidité commun, on a tous des fois des rendez-vous importants placés au mauvais moment. Pas pour nous, pour Hachem. Moi, tu me dis 14h, ou bien tu me dis 16h, tu dis c'est magnifique. Je vais partir à 14h avant les embouteillages, je vais arriver, je vais attendre prendre un café, je m'assois. Mais il y a quoi entre 16 et 17h en ce moment? Il y a Mincha. Maintenant, tu vas commencer la réunion à 4h30, tu vas la faire. Tu te vois, toi, te lever au milieu, dire oui, je vais faire Mincha, alors tu es en pleine négociation, le gars, tu es en train de le faire. Oui, non, tu vas pas le faire. Mais alors maintenant, une vraie question, vraiment, quand on est comme ça entre nous, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de rendez-vous. Est-ce que vous pensez vraiment, est-ce que vous pensez réellement que si tu es capable de refuser une affaire pour Dieu, que tu as ici perdu quelque chose, ou tu as gagné quelque chose? Gagné. Non, mais prenez une seconde pour réfléchir. Vous allez pas je ne vais pas vous récompenser ce que vous dites oui ou non, je m'en fous, c'est pour vous. Ok? Alors, écoutez bien ce que je dis. Peut-être que la réunion, tu vas la perdre. J'ai pas dit qu'à chaque fois que tu vas faire une mitzvah, tu vas avoir waouh, happy end. Le mec va dire, waouh, tu sais quoi, tu m'as impressionné par ton mitra. Il va dire, non, tu t'es levé, dégage. C'est un manque de respect. En plus, il va t'accuser, c'est ça le religieux, on a perdu, tu vas faire mitra. Ça va mal se passer la réunion. Mais est-ce que tu penses que quand tu sors avec tes dossiers finalement refusés, tac, avec le tampon, tu penses que tu as vraiment perdu? Ah, man, tu sais comment t'es monté devant Hachem, je me dis, t'as rien compris là. Là, tu es parti clémenter un crédit de 20 000 euros, de 30 000 euros, mais je vais t'envoyer de l'oseille, pas par un prêt, cadeau. C'est toi qui vas prêter de l'argent aux gens maintenant. Mais il faut laisser le temps au temps. Ou bien tu sais quoi, le prêt, tu vas pas l'avoir. Mais ton fils a du mal avec lui en ce moment dans l'éducation. À partir de maintenant, il va pleurer et dire, papa, je suis désolé. Je m'excuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu penses vraiment que de donner à Dieu, tu perds? T'es un fou si tu penses comme ça. El malas, c'est impossible. Chémi te dit, regarde, la vie, c'est moi qui t'ai donné. Les enfants, c'est moi qui les ai donnés. Ta femme, c'est toi. La voiture, c'est moi. Les affaires, les clients, tout, c'est moi. Tout, c'est moi. Mais est-ce que tu vas dire d'être esclave de ce que je t'ai donné? Avadim la Ravadaï. Je veux dire, moi, Hachem, tu vas en priorité. D'abord, Tfila. Une demi-heure de Torah le matin, une petite heure de Dafayomi. Boum, après, je vais étudier. Mais je vous assure que votre journée n'est pas pareille. J'ai des rendez-vous. Tu dis, c'est simple. Mon calendrier, à moi, il est fait comme ça. Jusqu'à 16h, je suis disponible. À partir de 16h jusqu'à 17h30, je suis mort. C'est tout. Je ressuscite tous les jours à partir de 17h30. Et oui, c'est comme ça. Essayez de faire ça. Montrez à Hachem que nous, aujourd'hui, en 2026, on a fait le choix de ne pas être les esclaves du monde moderne. De ne pas être esclaves de nos propres ambitions, mais d'être les serviteurs amitiés d'Hachem. On verra Bezrat Hashem comment vous voyez, ils seront. Amen, Kenny Ratzon et Shabbat Shalom à tous. אם לא נשכח תמיד להיות